Alors, les bonnes pratiques, on a 4 grands sets de bonnes pratiques. On l'a vu, ça commence quand même beaucoup sur ce côté formatage de données. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour vraiment bien formater ces fameuses données? Thomas. La première chose, ça va être de travailler sur vos objets. Donc sur le côté macro, un objet, c'est une grande catégorie d'informations comme les contacts, entreprises et transactions. Donc déjà, définissez de quels objets vous avez besoin en plus des trois que je viens de citer. Ça peut être aussi les tickets si vous utilisez le service Hub dans HubSpot et toutes sortes d'objets personnalisés que vous pouvez avoir en fonction de votre secteur d'activité ou de votre organisation. On a souvent, par exemple, les apporteurs d'affaires pour des entreprises qui ont un partenaire référent. Et donc, il faut que chacune de vos fiches d'information puisse bien être associée avec les autres objets qui soient nécessaires. Par exemple, toujours contact, entreprise, transaction. Chaque transaction doit être associée à au moins une entreprise et chaque entreprise doit être associée à au moins un contact. Si vous faites du programme référent, chaque apporteur d'affaires doit être associé à sa transaction pour suivre si vous avez des commissions à lui reverser et puis suivre ce qu'il vous rapporte. Associer aussi les filiales à leur entreprise mère, les franchisés à leurs franchiseurs, etc. Et pouvoir permettre aussi aux commerciaux de le faire. Et au maximum, le faire automatiquement quand c'est possible. Donc là, on range la base de données, on dit quelle donnée doit aller où, je ne mets pas de données compagnie dans une fiche contact, je ne doublonne pas l'échéant entre les différentes bases. Donc là, on se met propre et derrière, on va pouvoir vraiment travailler sa donnée en tant que telle. Donc là, on sort de l'organisation de la donnée pour aller vraiment dans les lignes et les cellules de la base de données. Donc, comme on l'a vu, fermer au maximum les champs. 2, formater les numéros de téléphone. Ça, vous allez vous rendre compte à quel point c'est important si vos commerciaux passent des appels avec le CRM, avec des outils comme 3CX, Aircom, Ringover ou HubSpot. Vous pouvez appeler uniquement qu'avec un certain format de numéro de téléphone. La plupart du temps, c'est le E164, c'est-à-dire plus 33, 0, etc. En fonction du pays. Donc, formatez toujours vos numéros de téléphone. Sinon, vos commerciaux ne pourront pas appeler et ils ne seront pas très contents. Ça ne déclenchera pas. Ensuite, avoir un ID unique pour chaque fiche d'information, donc pour chaque contact, entreprise, transaction, etc. Ça, c'est primordial si vous allez faire une migration de données ou si vous mettez à jour régulièrement votre base via un ERP, par exemple. Chaque fiche d'information doit être identifiée avec un ID, donc c'est souvent un numéro, où on peut mettre des lettres aussi, qui soit unique. Ça, c'est notamment le cas aussi quand vous allez faire un extract de fichier, soit pour le faire travailler par les commerciaux directement dans un spreadsheet, dans un Excel, parce que parfois c'est plus rapide d'aller nettoyer la donnée directement dedans, soit parce que vous avez un junior qui va faire ce travail-là, soit parce que vous l'envoyez aussi dans un outil clinique, vous n'avez pas envie de coller, de synchroniser votre CRM avec l'outil de cleaning, vous voulez plutôt passer un fichier ou faire un test. Là, quand l'outil va revenir, quand la data va revenir pour la réinjecter, c'est toujours bien d'être sûr pour ne pas mélanger les enregistrements, parce que parfois il peut y avoir des décalages qui se font, de toujours avoir un ID unique qui est forcé, qui n'est pas forcément l'ID unique d'ailleurs utilisé par votre HubSpot, votre Salesforce, votre Pipedrive, mais de dire j'ai créé un champ où là vraiment je fais en sorte que ce champ-là soit unique et vraiment je vais pouvoir retrouver mes infos d'un fichier à un autre. Souvent, ça peut être pour les clients un numéro client, par exemple, ou un numéro contact. Ça permet d'éviter les doublons aussi, sans ID unique et vous pouvez avoir beaucoup plus de doublons. Et pour terminer, appliquer des expressions régulières, aussi appelées regex. Ça, c'est très utile pour les champs qui sont libres, parce qu'ils ne peuvent pas être fermés, comme par exemple le code postal ou le numéro de téléphone, mais qui permettent de formater le champ. Donc, on peut appliquer une expression régulière au code postal pour faire en sorte, pour les codes postaux français, qu'il n'y ait que 5 chiffres. Et pour un numéro de téléphone qui soit bien au format E164. Vous savez, quand vous remplissez des formulaires, des fois pour certains champs, ça vous affiche une erreur. Vous ne pouvez pas remplir ce champ de telle manière, voici comment vous pouvez faire. Et bien ça veut dire qu'il y a une expression régulière d'activer. Donc code postal, numéro de téléphone, adresse aussi par exemple. Ça permet de formater toutes les données qui entrent dans le CRM pour éviter de tout nettoyer par la suite chaque année. Ça, c'était notre premier point. Le deuxième point, c'est on commence à avoir de la donnée qui se peuple de manière correcte, et puis on a tordu un petit peu le CRM pour forcer à ce que les prochaines données soient un peu mieux formatées. Maintenant, on a quand même un vrai sujet. Ça pourrait être vrai aussi sur les numéros de téléphone, mais aujourd'hui, on a un vrai challenge sur la qualité des emails. Et là, il y a pas mal de choses aussi, parce que parfois, on se rend compte quand le contact n'est plus à jour, parce qu'on a un retour de mail
qui nous dit la personne ne travaille plus dans l'entreprise ou juste parce qu'on a ce qu'on appelle un bounce qui va se passer. Et donc là, on a un travail un peu spécifique à faire pour vraiment garantir le travail sur la base d'emailing. Et d'ailleurs, faites-nous un petit signe peut-être dans les commentaires. Dites-nous si vous êtes plutôt côté commercial, plutôt côté marketing ou si vous êtes sur un autre sujet, peut-être en IT aussi potentiellement ce matin. Dites-nous parce que souvent, c'est quelque chose qui va quand même pencher pas mal côté marketing, ce travail de cleaning de la base, un peu a posteriori, une fois qu'on sait que les contacts ne sont pas forcément les bons. Thomas, est-ce que tu as quelques petites astuces sur ce sujet-là d'emailing? Tout à fait. Là, l'objectif de cette partie-là, en fait, c'est de ne pas tomber en spam. Parce qu'avec les règles de Google et Microsoft qui sont de plus en plus rigoureuses là-dessus, si on ne fait pas attention à quelques règles, on peut vite finir en spam, notamment si on fait beaucoup d'outbound ou d'email marketing. Donc, la première chose à faire, c'est identifier tous les bounces et avoir un process automatisé. Déjà, pour les sortir de vos listes d'envoi, ne jamais envoyer un autre email à quelqu'un qui a déjà bounce au moins une fois, 2 fois ou 3 fois, surtout si c'est un hard bounce. Donc, on va généralement via un process automatisé, c'est mieux, vérifier l'email, l'updater, et donc si la personne a changé d'entreprise, on va trouver la nouvelle entreprise, modifier les informations dans le CRM et trouver son nouvel email. Si on n'arrive pas à trouver de nouvel email à cette personne-là, eh ben on va la sortir complètement de nos listes d'envoi. Et après, on peut passer à une qualification manuelle si vraiment la personne est importante pour retrouver une nouvelle email. Ensuite, identifier les emails personnels, surtout si on est en B2B, notamment pour respecter la RGPD. Après, ça dépend des secteurs d'activité, bien sûr. Mais si vous êtes en B2B sur au moins des PME, parce que vous pouvez être en B2B, si vous faites face à des artisans ou autres, ben là, forcément, ça sera des emails personnels. Donc là, vous n'avez pas le choix. Mais les refuser au maximum dans les formulaires et privilégier les emails professionnels, au moins pour respecter les RGPD, parce que les règles sont plus souples quand vous contactez des professionnels que des particuliers. Là, ce que dit Thomas, en gros, c'est les Gmail, les Yahoo, les Wanadu parfois, les Hotmail qu'on retrouve encore de temps en temps. En fait, ça, il faut essayer de les limiter au maximum. Si vous êtes effectivement pas sur des publics qui les utilisent beaucoup, ça vous permettra aussi de filtrer pas mal de choses sur des étudiants, sur des concurrents, sur des gens un peu en dehors de votre site de toute façon. De se dire à minima, il faut qu'on puisse travailler sur des domaines d'entreprise. Et aussi parce que très souvent, les CRM vont faire le lien entre la fiche entreprise et la fiche contact basée sur l'extension de l'email et le nom de domaine. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Et ça, pour le faire, la plupart des outils me proposent. Donc en fait, vous demandez à ChatGPT de vous faire la liste de tous les domaines personnels, français, américains ou autres, peu importe le pays. Il vous la donnera et puis vous avez juste à l'intégrer dans votre outil. Ensuite, donc, vérifier le taux de remplissage, comme on l'a déjà donné, mais là, c'est concernant les jetons de personnalisation, c'est-à-dire les variables que vous mettez dans vos emails, comme le bonjour prénom, par exemple. On a tous déjà reçu un bonjour Berthollet ou un bonjour Crave, ou un bonjour madame alors qu'on est un monsieur ou inversement. Donc là, toujours vérifier, dès que vous mettez un jeton de personnalisation, vérifier son taux de remplissage. Pour les prénoms, essayez d'aller au moins à 98%. Et sinon, toujours prévoir une valeur par défaut, c'est-à-dire si la valeur est inconnue, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Définir vos critères à l'avance. Donc ça, définissez vos critères de segmentation dès l'élaboration de votre data model. Donc ça peut être le secteur d'activité, la taille d'entreprise, le centre d'intérêt ou autre. Et essayez de fermer ces champs pour les segmenter le plus facilement possible. Et définissez la méthode de remplissage pour chacun de ces champs. C'est toujours un peu pareil, hein, data quality, c'est d'où vient ma donnée, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas formatée, est-ce que je pourrais forcer le formatage, est-ce que j'ai trop de retard et comment je le rattrape ce retard, et comment je fais en sorte de ne pas remettre demain de la donnée que je n'aurais pas forcément cleanée. Et ça, c'est valable pour tout, c'est vraiment vrai sur les emails, parce que là, pour le coup, on a un juge de paix assez régulier qui est l'envoi de la newsletter, et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de services marketing qui shootent des mails, il y a des gens qui se désinscrivent, il y a des gens où ça revient en erreur, et en fait, on n'a jamais d'action sur ces gens-là. Donc, c'est vraiment le message à retenir ici, c'est qu'aujourd'hui, en plus, on a un peu des technos pour le faire, on a des outils qui sont un peu plus malins qu'avant, il faut juste y faire attention et regarder ce qui se passe dans ces champs-là. Et souvent, en plus, ça donne des billes commerciales, parce que c'est juste qu'une personne est partie de l'entreprise, et si personne ne le sait, il peut se passer 2 ans avant qu'on se réintéresse à cette entreprise-là, alors qu'il y a peut-être des projets. Je dis, suffit juste d'aller trouver une autre personne en disant, tiens, on bossait avec cette personne-là, elle n'est plus chez vous, qui est le bon interlocuteur, j'ai vu sur LinkedIn, c'est peut-être vous. Voilà, c'est pas juste pour avoir une belle base de données, hein. Derrière, c'est de l'impact business, de l'impact commercial, de l'impact de prise de parole qui est super important.
Tout à fait. Et là, ça fait le lien aussi avec ce qu'on appelle l'intent data ou les signaux d'achat. Imaginez si vous avez un client aujourd'hui, donc un contact dans une direction marketing, RH, peu importe, qui change d'entreprise et qui passe dans la direction d'une autre entreprise. Et bien en fait, cette personne-là, elle vous connaît déjà, elle a déjà votre solution. Donc, en espérant qu'elle aime bien votre solution, ça sera un super champion dans l'autre entreprise. Donc là, c'est parfait pour donner une bille au commercial d'appeler cette personne-là. Ensuite, donc là, quelques outils pour vous aider d'enrichissement, notamment Drop Contact, Full Enriched, etc. On a notamment aussi Neverbounce pour toutes les entreprises qui vont scraper des emails via SalesNav, Faro ou autres. Je vous conseille toujours de passer votre base via Neverbounce qui va vérifier l'email. Il y a ZeroBounce aussi qui marche bien. Pour ne garder que les emails vérifiés, ça c'est vraiment la première chose à faire pour éviter de tomber en spam et de baisser votre délivrabilité. Alors, ils ont tous des versions, alors quasi tous, des versions d'essai. Donc ça aussi, vous pouvez faire un petit extract sur une centaine de contacts, sur une centaine d'adresses mail pour le tester. Alors soit parce qu'ils sont déjà dans votre CRM et vous voulez voir ce que ça permettrait d'améliorer, faire une petite projection sur combien ça coûterait de le faire sur l'entièreté de la base, soit parce que vous avez récupéré une base que vous voulez injecter et avant de le faire, avant d'aller mettre de la donnée vous-même en import dedans, c'est toujours intéressant de faire ça. Il y a une question, on va juste prendre 2-3 petites questions qui sont arrivées. Une question de Mélanie qui demande si c'est gratuit ou payant. Je pense que la question est super intéressante, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions 100% gratuites. Thomas, tu as quelques idées de pricing là-dessus ? Oui, Mélanie, on en a parlé hier. Généralement, tous ces outils-là ont une version gratuite où vous avez quelques crédits pour le tester. Mais sinon, non, forcément. La question est sur Neverbounce, effectivement. Neverbounce, on peut tester un petit peu, mais c'est assez vite payant. Et puis une question d'Arthur aussi, qui nous demande sur quelle est la bonne pratique sur la fiche contact d'une personne qui est partie. Alors, il y a plusieurs choses. On peut avoir une définition de contact qui est un contact temporaire. Vous savez, on a lead, MQL, SQL. On pourrait garder une trace là-dedans, dans ce champ déroulant. On pourrait avoir un truc de ancien contact qu'il faudrait recontacter ailleurs, qu'il faudrait traiter. Nous, on utilisait une propriété de job, changement de job. On sait que la personne a changé de job, on n'a pas encore repris contact. Pour autant, ça va la sortir des envois parce qu'on sait que ça va bouncer. Et derrière, ça peut déclencher des tâches. Si un contact passe en ancien contact, ça peut déclencher 2 tâches. Une première tâche pour un commercial pour reprendre contact avec la même entreprise sur d'autres contacts. Et puis surtout d'aller checker sur LinkedIn où est partie la personne, parce que souvent, effectivement, comme le disait Thomas, ça peut être quelque chose. Et puis normalement, au bout d'un moment, c'est un statut temporaire, hein. Il ne faut pas que ça reste plus de quelques semaines dans ce statut-là. L'idée derrière, c'est d'archiver le contact. Dans HubSpot, par exemple, on peut faire des contacts non marketing, donc c'est quelqu'un qui sera plus engagé par le marketing, mais ça peut valoir le coup quand même de garder la trace des échanges, de se dire je ne vais pas supprimer tout l'historique que j'ai avec la personne, juste parce que à l'échelle du compte, c'est intéressant de savoir que de 2014 à 2022, j'ai échangé avec telle personne. Et puis après, il y a aussi des règles de RGPD qui vont s'appliquer, de se dire il y a un droit à l'oubli sur des contacts que j'engage plus, qui sont partis. Est-ce qu'au bout de 3 ans, il ne faut pas que je flush toute la base concernant ces contacts-là? Allez, retour à notre déroulé. Une fois qu'on a mis en place quelques outils, qu'on a travaillé donc le data model, la structuration de la donnée, la partie emailing, on va avoir d'autres petites choses. Alors juste pour vous donner un petit aperçu, maintenant il y a de plus en plus de ces solutions-là qui sont directement pluguées et offertes par les CRM eux-mêmes. Le premier qui a réellement bougé sur ce sujet-là, c'est HubSpot, qui a racheté plusieurs choses, qui a racheté Clearbit, qui a racheté des choses dans l'IA aussi, et qui maintenant mixe tout ça, et qui propose de faire de l'enrichissement alors sur demande, c'est-à-dire je suis sur une fiche, je vais demander l'enrichissement, la correction, mais aussi en temps réel sur toute la durée de vie de la base, où là on va pouvoir dire systématiquement tel type d'information, tel type de contact, j'ai envie qu'il soit mis à jour. Alors juste petit point d'attention là-dessus, on va acheter des crédits dans Breeze, c'est le système là-dessus. On va acheter des crédits et si vous ne faites pas gaffe à comment vous branchez les choses et si vous êtes plutôt producteur de nouveaux contacts, potentiellement vous pouvez avoir une petite consommation qui vous donne quelques sueurs froides là-dessus. Donc voilà, et n'hésitez pas à le brancher avec parcimonie, à faire des premiers tests avant. Clairement après, ça va devenir un peu votre agent de maintien de la bonne donnée, si c'est efficace et que ça vous libère du temps sur d'autres tâches pour vos commerciaux notamment. Honnêtement, ça se teste et c'est quelque chose qui est intéressant.
Voilà, on a fait la moitié du chemin là. Il nous reste deux sujets à voir avec vous ce matin. Le troisième, c'est organiser la gouvernance. Ça, on l'oublie un petit peu parce que souvent, quand on commence à s'intéresser à la data quality, on le fait plutôt sur ce côté je corrige. Et on oublie un petit peu le suivi qui va arriver. Donc, dans la data governance, on a quelques petits points. La première chose, c'est de mettre en place, dès que vous commencez votre audit, finalement, de le faire avec un dashboard qui va rester après l'audit. Là-dedans, on va regarder plusieurs petites choses. Là, je vous montre notamment quelque chose qu'on fait chez nous, sur notre base. On va monter des rapports. Là, on est sur un univers HubSpot, mais c'est la même chose, par exemple, sur Expardot, chez Salesforce, dans d'autres CRM, d'autres outils de marketing automation. Vous pouvez aller faire des requêtes. Typiquement, là, je regarde là où il manque des prénoms, là où il manque des noms. Là où j'ai des contacts où j'ai pas le persona, des contacts avec un persona mais où il manque une autre info. Et donc là, j'arrive à zoomer avec des filtres, de me dire dans ma base, est-ce que j'ai des personnes qui sont rentrées ou qui sont devenues finalement mal qualifiées. Et là, je l'ai à l'échelle des 30 derniers jours, par exemple, sur notre base de données, mais ça, je peux faire des rapports plus réguliers. Donc ça, c'est quelque chose, posez-le, regardez au data model quelles sont les données vraiment importantes que vous voulez avoir, et derrière, montez vos reporting en fonction de ça. Le deuxième point, c'est évidemment d'avoir le data model, ça on l'a déjà dit, mais pas seulement d'avoir le data model, d'avoir un data model qui est expliqué, qui est partagé. Alors là, il n'y a pas forcément besoin de partager l'entièreté du spreadsheet, parce que parfois, on a quelques centaines de données différentes, donc c'est quelque chose qui n'est pas digeste. Là, l'idée, c'est plutôt que les différentes personnes qui vont être contributeurs de la production de données puissent savoir qu'est-ce qui va dans quel endroit, quelles sont les bonnes règles, qu'est-ce qui est finalement premium comme données par rapport à d'autres, donc qui est quelque chose qui soit un peu écrit, qui soit un peu formalisé et partagé sans forcément toute la granularité. Et puis un point aussi qui est important, c'est le côté désigner un responsable, parce qu'un sujet sur lequel il n'y a pas quelqu'un qui est responsable et dont c'est une partie du métier, une partie de la job desk, une partie probablement de l'évaluation aussi, et qui est identifié en interne comme celui qui n'a pas le droit de vie et de mort sur la donnée, mais quand même qui doit faire respecter, qui doit faire un peu la police. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est cette personne-là qui va animer une instance régulière. Il faut une instance régulière data quality. Il faut, alors c'est peut-être pas toutes les semaines, mais à minima une fois par mois, une fois par trimestre, en fonction du taux de rotation de données dans votre base de données, du volume que vous gérez aussi, et puis de l'incidence business qu'il y a, de votre maturité sur le sujet. C'est super important de programmer des choses dans l'agenda, d'avoir une sorte de petit comité data. À minima, une personne au marketing, une personne au commercial. Ça peut être un petit peu plus de monde qui vont savoir aussi se faire le relais. Et puis, on va réouvrir ensemble le dashboard, on va regarder ce qui marche pas, pourquoi il y a des choses qui marchaient, qui ne marchent plus, est-ce qu'on se met des nouveaux chantiers pour profiter par exemple d'un temps faible sur la bande passante, voilà, on va avoir un peu plus de timing pour aller zoomer sur un type de secteur d'activité en se disant tiens, on va faire une OP spéciale commerciale dans 2 mois sur ce secteur, c'est peut-être pas mal de préparer pour avoir de la bonne donnée. Et donc trouvez-vous un peu votre organisation. Alors ça n'a pas besoin d'être comme ChatGPT me l'a suggéré là, aussi formel, hein. Ça peut être sympa aussi, on peut se détendre un peu et pas mettre la cravate sur le sujet, mais en tout cas essayez de travailler un peu ces problématiques et de trouver votre bonne façon de gouverner la data. Après, au long terme, vraiment, ce qui va vraiment avoir de l'impact, c'est comment est-ce que j'arrive à embarquer ceux qui produisent et qui consomment la donnée au quotidien. Côté marketing, en général, une fois qu'on a plugué les bons outils, on brasse un petit peu moins de données quand même côté marketing, en tout cas les plus simples à maîtriser. Côté commerce, c'est là où il va falloir aussi pas juste s'appuyer sur les outils, il y a quand même un côté RH, mais en tout cas management, animation d'équipe qui est importante. Thomas, tu peux peut-être nous en dire un petit mot, parce que c'est souvent quand nous on a bien fait le boulot de cleaning data, souvent quand on passe le témoin au client derrière, c'est peut-être le point où il y a le plus de questions, donc je pense que tu peux nous apporter quelques éclairages là-dessus. Oui, tout à fait. Quand on parle d'enrichissement de données, on parle de toutes les données qui sont trouvables sur Internet, donc le secteur d'activité, taille d'entreprise, etc. Mais eux, les commerciaux, ils vont aussi travailler avec des données personnalisées du contact sur la transaction. Donc, quel est son besoin précis, quel est son budget, comment il travaille, etc. Donc ça, c'est des données qu'on va pouvoir avoir que grâce aux commerciaux, parce qu'ils sont directement en contact via téléphone, visio ou autre avec les clients. Donc, comment faire pour faire en sorte qu'ils remplissent bien et au bon endroit la donnée? La première chose, c'est la conduite du changement, c'est faire de la pédagogie, leur expliquer pourquoi on fait ça, leur expliquer à quoi ça sert pour l'entreprise et à quoi ça va leur servir pour eux-mêmes dans leur travail. Dans un second temps, leur faciliter la vie au maximum, donc leur créer des tâches automatiques,
leur créer un petit dashboard data quality pour leur dire ce qu'ils ont à remplir quand ils ne le font pas. Et donc après, tous les outils du quotidien, donc mettre les propriétés au bon endroit dans les fiches d'information, mettre des logiques de propriété conditionnelles pour remplir au fur et à mesure et pas tout d'un coup quand on crée la fiche d'information. Pareil pour les transactions. Par exemple, dès qu'un commercial passe une transaction en fermé perdu, eh ben, on va afficher la propriété motif de la conversion fermé perdu. Comme ça, il la remplit directement et puis c'est plus simple. Ensuite, ouais, vas-y Thomas, je te laisse montrer ce qui se passe dans les outils du quotidien déportés dans la boîte mail parce que y a le CRM et puis il y a d'autres outils qu'on utilise au quotidien. Ouais, les commerciaux, la plupart, ils sont sur Gmail ou sur Outlook pour envoyer leurs emails. Dans ce cas-là, on a pris l'exemple de HubSpot qui le fait très bien avec une extension qui permet d'afficher directement le CRM dans Gmail ou Outlook avec les fiches d'information. On peut utiliser ses modèles d'email, son lien de planification, insérer dans des séquences, etc. Donc ça, on va évidemment former les commerciaux à leur utilisation. Et après, une fois qu'ils ont pris la main, ils vont se rendre compte que en fait, c'est dans leur intérêt de l'utiliser parce que ça permet de gagner en efficacité et en productivité. Là, ce qui est top sur cette vue, c'est que là, je suis dans ma boîte mail. Ça, c'est un screenshot de ce matin. Dans ma boîte mail, je suis allé sur un mail que j'ai eu en échange avec Thomas. Automatiquement à droite, sa fiche est remontée. Si sa fiche n'était pas créée, j'aurais un bouton pour créer et déjà, on va aller aspirer quelques données. S'il y a une signature de mail qui est plutôt bien formatée, il peut déjà reconnaître le téléphone, la job desk. Et donc, je vais compléter ici, soit créer, soit compléter plus tard les informations au gré des échanges que je vais avoir. Et ça, c'est super intéressant, notamment dans des échanges commerciaux où vous commencez la relation avec une personne. Là, vous avez quand même pas mal d'infos. Puis à un moment, il y a d'autres personnes qui se rajoutent dans un échange pour pouvoir aller compléter toutes les autres personnes assez rapidement ici, de se dire à minima, ok, j'ai toutes ces personnes qui font partie de la décision et il faut que j'ai de l'info dessus et ça a une vraie grosse valeur sur la durée. D'ailleurs, effectivement, on est d'accord, hein, Loïs, Mélanie, ça c'est vraiment un must-have et dans les contextes où les commerciaux parfois sont un peu réticents au CRM, soit parce qu'il y a un projet CRM qui s'est mal passé avant, soit parce qu'ils ont l'impression qu'on va les fliquer et que ça va leur rajouter du boulot. Ça, c'est un truc qui leur montre que, en fait, non, ça a de la valeur et en plus, ça s'inscrit. On leur demande pas de faire une demi-journée d'administratif, comme c'est le cas dans certaines équipes commerciales, pour aller juste remplir de la donnée. Ça se fait vraiment au fur et à mesure. On vous montre pas là aussi tout ce qui est application mobile, mais pareil, on a aujourd'hui on peut prendre en photo une carte de visite, on peut rentrer de la donnée en live, on peut parler aussi pour prendre des comptes rendus de réunion à son speech to text, pour prendre des notes un peu plus rapidement. Donc il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui nous simplifient le boulot sur cet axe-là. Un autre outil généralement apprécié des commerciaux, c'est ceux qui permettent de créer un contact dans le CRM directement depuis LinkedIn. Donc ça, c'est des outils comme Uplead ou Surf, et ça, généralement, c'est très apprécié aussi en un clic, ils peuvent directement créer un contact dans le CRM. Ensuite, on leur créer un rapport individuel. Là, on peut créer deux types de rapports. Le premier, donc un rapport data quality, en fait, sur leur propre contact, entreprise et transactions, sur quelles sont les informations manquantes. Comme ça, ils peuvent les remplir facilement. Et ensuite, un rapport sur leur propre performance commerciale. Ça peut être le montant des transactions, ça peut être leurs transactions ouvertes en ce moment, ça peut être le nombre d'appels passés dans la semaine, nombre de rendez-vous, etc. L'objectif, c'est pas de les fliquer. L'objectif, c'est qu'ils se rendent compte à quoi sert l'enrichissement des données. Obtenir ces rapports-là. Par exemple, vous pouvez leur donner, en moyenne, pour closer un deal, combien est-ce que tu as dû passer d'appels et combien tu as dû faire de rendez-vous. En moyenne, combien de temps dure un appel de découverte. Et donc ça, c'est des données appréciées par les commerciaux, mais aussi par les directeurs commerciaux pour améliorer tout le processus de vente. Ouais, le management, il est important là. Si on dit c'est important de la donnée de la qualité, enfin la qualité de la donnée, mais qu'on ne regarde jamais les chiffres en session management ou en coaching ou à l'arrivée d'un nouveau commercial aussi, on passe à côté d'une grosse partie de l'accompagnement et de la façon d'améliorer la performance des commerciaux sur cet axe-là. Donc là aussi, c'est un truc super intéressant de se dire, quand j'ai une session one-one avec un commercial, je vais lui demander, tiens, tu as regardé ton rapport data quality, on va le regarder ensemble. Là, tu es à 17% ou tu as 22 contacts qui sont arrivés le mois dernier que tu n'as pas vraiment bien qualifié. Pourquoi ? Est-ce que tu sais comment on va faire ? C'est important, je l'ai vu. Et la prochaine fois que tu l'as bien fait, je saurais dire aussi, là, c'est top. Merci de l'avoir fait, c'est important. Ensuite, il y a une possibilité de les incentiver sur la bonne compression de ces données-là. Et pour terminer, évidemment, il y a de plus en plus d'outils d'IA qui permettent de compléter
automatiquement les données. Par exemple, Guillaume l'a dit, un commercial passe un coup de téléphone, l'IA retranscrit le coup de téléphone, ce qui s'est dit, et va automatiquement remplir les propriétés en fonction de ce qui s'est dit pendant l'appel. Ouais, là, l'idée, c'est d'aller au-delà de la transcription. La transcription, elle commence à marcher pas trop mal aujourd'hui. Des outils comme Phasm, par exemple, il y a des solutions françaises aussi. Là, pour l'instant, ça fait du récap de réunion. Maintenant, on commence à avoir des choses qui sont pluguées directement avec le CRM, c'est-à-dire qu'on va aller trouver les informations qui vont aller dans la base de données de nos fameux champs fermés. Par exemple, est-ce qu'un concurrent a été mentionné ? Voilà, je discute, ou une solution technologique. J'ai une discussion ouverte avec une personne, je parle une demi-heure, je lui pose plein de questions. Vous allez sur quel salon ? Je peux avoir demain une propriété présence au salon de mon client parce que cette information est intéressante pour moi et je vais pouvoir aller compléter automatiquement grâce à ça. Donc là aussi, il y a des choses super intéressantes qui arrivent. Et pour ceux qui ont le HubSpot Sales Enterprise, vous pouvez aussi récupérer tout ce que les commerciaux notent dans les activités de notes et ensuite remplir automatiquement des propriétés. Ça, c'est très utile aussi.